Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous de l'info, à la une de l'actualité. Nouvelle séance, nouvel échec. La réunion parlementaire consacrée à l'élection d'un nouveau président de la République a été reportée au 11 mars, faute de quorum. Nouveau round de dialogue entre le Hezbollah et le courant du futur. Les émissaires des deux camps se retrouvent ce soir à Ain Tinné, à la résidence du chef du Parlement, Nabi Berri. Saad Hariri poursuit ses consultations politiques. Ce mercredi, le chef du courant du futur a notamment rencontré Gabriel Khatchia, l'ambassadeur du Vatican, qui a appelé au dialogue entre l'ensemble des parties libanaises. Et le Progress M26M, le premier cargo spatial lancé en 2015, s'est arrimé au module Zeza de la Station spatiale internationale. Nouvel échec, nouvelle séance, et c'est le même scénario qui se répète. Faute de quorum, la séance parlementaire consacrée à l'élection d'un nouveau président de la République a été reportée pour la 19e fois consécutive. Rendez-vous donc le 11 mars prochain. La présidence est vacante depuis le 25 mai, date la fin du mandat de Michel Sleiman. Le chef des forces libanaises et candidat à la présidentielle, Samir Jarja, a une nouvelle fois accusé le Hezbollah d'entraver l'élection d'un nouveau chef de l'État. Et je cite, « L'État s'effrite du gouvernement au Parlement en passant par les autres institutions étatiques ». Jarja a par ailleurs assuré que le dialogue entamé entre sa formation et le courant patriotique libre allait se poursuivre, même si les divergences avec le parti de Michel Aoun sur le dossier de la présidentielle sont donc considérables. Je vous disais en titre, nouveau round de dialogue entre le Hezbollah et le courant du futur. Les émissaires des deux camps se retrouvent ce soir à Ain Tinné, à la résidence du chef du Parlement, Nabi Berri. Dans leur récent discours, les leaders des deux partis, Hassan Nasrallah et Saad Hariri, ont affirmé leur détermination à poursuivre les discussions afin de paver la voie à l'élection d'un nouveau chef de l'État, calmer les tensions communautaires, mais aussi définir les grandes lignes d'une stratégie nationale de lutte contre le terrorisme. Le chef du courant du futur, Saad Hariri, poursuit ses consultations politiques. Ce mercredi, il a rencontré l'ambassadeur du Vatican, Gabriel Khatchia, un entretien largement consacré aux derniers développements au Liban, avec en tête les tractations politiques en vue de l'élection d'un nouveau chef de l'État. Une nécessité, selon le représentant du Saint-Siège, qui a appelé l'ensemble des parties libanaises à s'accorder, soulignant l'importance du dialogue entre les différentes formations politiques du pays. Hariri s'est ensuite entretenu avec la coordinatrice spéciale de l'ONU pour le Liban, Sigrid Kaag. La diplomate néerlandaise a notamment appelé au respect de la résolution 1701 pour garantir la stabilité et la paix au Liban. Le chef du courant du futur a également rencontré le ministre de l'économie Alain Hakim, une délégation du parti Kataeb, ainsi que l'ambassadrice de Suède Diana Yassi. L'Alliance du 14 mars a appelé ce mercredi tous les acteurs locaux, régionaux et internationaux à s'accorder afin de contrer le terrorisme. À l'issue de sa réunion hebdomadaire, l'Alliance a salué le récent discours du chef du courant du futur, Saad Hariri, à l'occasion de la 10e commémoration de l'assassinat de son père, l'ancien Premier ministre Rafik Hariri. Le 14 mars a dit soutenir les propos d'Hariri, notamment en ce qui concerne le rétablissement de la primauté de l'État et la nécessité de donner l'exclusivité de la défense du Liban à l'armée et aux forces de sécurité. Dans un tout autre registre, la reprise des travaux de remblaiement du bassin numéro 4 du port de Beyrouth n'aura pas duré longtemps. Les propriétaires de camions du port se sont rapidement mobilisés et le chef de leur syndicat, Naïm Sawaya, a d'ailleurs menacé d'opter pour l'escalade si les travaux de remblaiement n'étaient pas stoppés. Depuis plusieurs semaines, ce dossier ainsi que celui de l'avenir du port de Beyrouth fait l'objet de négociations entre le gouvernement, l'autorité du port et les opposants au projet, sans accord, en tout cas pour l'instant. L'armée libanaise a arrêté ce mercredi plusieurs ressortissants syriens dans le cadre de perquisitions dans le camp de Taïbé à Baalbek. Des véhicules ont été saisis. Ces mesures s'inscrivent dans le cadre du plan de sécurité pour la BK, entré en vigueur vendredi dernier, et qui mobilise plusieurs unités de l'armée, des forces de sécurité intérieure et de la sûreté générale. Allez, restez des nôtres. Au retour de la pause, l'armée ukrainienne se retire de Debaltseve.
Retour sur le plateau de l'info, le président ukrainien Petro Poroshenko l'a annoncé ce matin, l'armée se retire de Debaltseve, un nœud ferroviaire et routier stratégique pour les rebelles pro-russes. La chute de cette ville aux mains des séparatistes intervient une semaine après le cessez-le-feu signé à Minsk, une prise vivement critiquée par les chancelleries occidentales nourales. Debaltseve est tombé aux mains des rebelles pro-russes après plusieurs heures d'une puissante offensive. Cela fait des semaines que les forces ukrainiennes sont encerclées dans cette ville stratégique, nœud ferroviaire entre les deux bastions séparatistes de Louhansk et Donetsk. Après 10 jours de combats acharnés, l'armée a quitté la ville à bord de dizaines de chars, blindés légers et véhicules militaires. Épuisés, les soldats ignorent si leur retrait est définitif. Ce matin, les forces ukrainiennes avec la garde nationale ont achevé l'opération d'évacuation planifiée et organisée de nos unités militaires de Debaltseve. J'ai convoqué une réunion du Conseil de sécurité nationale et de défense. Maintenant, je pars au front à la rencontre des hommes qui se sont retirés de Debaltseve. Ces actions confondent la Russie qui a demandé hier aux soldats ukrainiens de déposer les armes et de se rendre. La perte du contrôle de la ville par l'armée signifie que les deux entités pro-russes de Louhansk et Donetsk sont parvenues à réunir leurs forces sur le terrain. L'évacuation de Debaltseve intervient 3 jours à peine après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu signé à Minsk par Moscou, Kiev et les rebelles de l'Est ukrainien. Mais les séparatistes estiment que la trêve ne s'applique pas à cette région. Pour l'Allemagne et la France, il s'agit d'une violation massive de l'accord de Minsk. Un entretien téléphonique à 4 doit avoir lieu ce soir entre Angela Merkel, François Hollande et ses homologues russes et ukrainiens Vladimir Poutine et Petro Poroshenko. L'OTAN, pour sa part, a sommé Moscou de retirer toutes ses forces de l'est de l'Ukraine et d'arrêter son soutien aux rebelles. Moscou qui assure de son côté que la trêve est en quasi-totalité respectée. Le cessez-le-feu est observé le long de pratiquement toute la ligne de front et dans quelques secteurs, on est prêt, c'est au moins ce que les milices ont annoncé publiquement, à retirer les armes lourdes. L'exception est le chaudron de Debaltseve et nous sommes déçus par ce qui se passe là-bas. À l'ONU, le Conseil de sécurité a exprimé sa profonde inquiétude devant la poursuite des combats et rappelle que seuls des moyens pacifiques permettront de résoudre ce conflit. Un appel lancé à l'unanimité par les 15 pays membres du Conseil, y compris par la Russie. Comment contrer la montée de l'extrémisme violent entre l'organisation État islamique, Al-Qaïda, Boko Haram, les Chebabs somaliens? Eh bien, cette question se pose aujourd'hui à bon nombre d'États dans le monde. 60 d'entre eux ont d'ailleurs répondu à une invitation des États-Unis qui organise à partir de ce mercredi et jusqu'à vendredi un sommet sur le sujet. 3 jours d'échanges sur les moyens de contrer des organisations de plus en plus puissantes. Il sera donc question des aspects militaires de la lutte contre le terrorisme, mais pas uniquement. D'autres pays comme la France seront représentés par le ministre de l'Intérieur, car la Maison-Blanche veut une approche globale du phénomène. L'un des principaux thèmes de la discussion sera la prévention de la radicalisation pour éviter de renforcer ces groupes, mais aussi faire baisser la menace terroriste dans le monde. Car que ce soit au Canada en octobre, en Australie en décembre, en France en janvier ou au Danemark le week-end dernier, les attentats perpétrés au nom d'une idéologie radicale ne l'ont pas été par quelques-uns des 3000 occidentaux ayant rejoint les rangs djihadistes en Syrie et en Irak. Justement, quelques jours après les attentats de Copenhague qui ont fait 2 morts et 5 blessés, les Danois se sont rassemblés dans la capitale, un rassemblement qui fait écho au grand rassemblement du 11 janvier en France. Les Danois, unis dans le silence, ont ainsi rendu hommage aux victimes. Les manifestants se sont recueillis devant le centre culturel de la ville où s'est tenue la première fusillade. Dans le même temps, la première ministre danoise a réaffirmé l'unité du pays face à la menace terroriste. Face à son peuple, elle a donc d'abord salué les marques de soutien venues de tous les pays. L'Égypte se trouve en première ligne de la communauté internationale pour demander aux Nations Unies de mandater une intervention internationale en Libye au lendemain d'un raid de l'aviation égyptienne contre des positions du groupe État islamique. Le président de l'Égypte, Abdel Fattah el-Sisi, entend se poser en rempart contre le terrorisme. Le président Sisi souhaite que l'ONU donne mandat à une force internationale pour intervenir en Libye. De son côté, l'Italie a déjà proposé d'envoyer jusqu'à 5000 hommes. La France a elle aussi demandé cette réunion du Conseil de sécurité pour décider des mesures nouvelles contre l'organisation État islamique. La réunion est donc prévue ce soir. Elle se tiendra en présence du chef de la diplomatie égyptienne, Samar Choukri, qui mène, vous le voyez déjà, des entretiens préparatoires à New York, notamment avec le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon.
Allez, en bref, dans le reste d'actualité, état d'urgence décrété dans le nord de la Birmanie. Le ministre de l'Information l'a annoncé, estimant qu'une situation grave s'était développée dans la région de Kokang, frontalière de la Chine, après plusieurs jours de combats meurtriers entre l'armée birmane et des rebelles. Les affrontements ont contraint des milliers de civils à fuir la zone. Haïti pleure ses morts du carnaval. Plusieurs milliers de personnes, dont le président Michel Martelly et son premier ministre, ont rendu hommage aux victimes. Au moins 16 morts électrocutés par un câble au passage d'un char du défilé. 78 personnes ont également été blessées. Le troisième jour du carnaval a été annulé en raison du drame et 3 jours de deuil national ont été décrétés. Des funérailles nationales auront lieu en fin de semaine. Spectaculaire éruption d'un volcan au Mexique. Le volcan Colima, dans le sud-ouest du pays, a craché des cendres à près de 2000 mètres de hauteur. Les spécialistes y voient des signes annonciateurs d'une gigantesque éruption à venir qui pourrait menacer les 400 000 personnes vivant à proximité du volcan Colima. Le Progress M26M, le premier cargo spatial lancé en 2015, s'est arrimé au module Zvezda de la Station spatiale internationale. Le cargo a acheminé du combustible, de l'oxygène, des produits alimentaires, notamment des pommes, des pamplemousses et des oranges à l'ISS. Le vaisseau transporte en outre des colis pour les membres d'équipage et les cadeaux pour les prochaines fêtes. Eh bien, les moteurs du Progress M26M serviront à effectuer 2 corrections d'orbite de la station orbitale. La première est programmée donc pour le 26 février et la seconde pour le 3 mars. L'équipage de l'ISS comprend actuellement 6 membres, 3 Russes, 2 Américains et 1 Italienne. Des images donc tournées dans l'espace près de l'ISS. Fin de ce journal, le rappel des titres. Nouvelle séance, nouvel échec. La réunion parlementaire consacrée à l'élection d'un nouveau président de la République a été reportée au 11 mars, faute de quorum. Nouveau round de dialogue entre le Hezbollah et le courant du futur. Les émissaires des 2 camps se retrouvent ce soir à Enetine, à la résidence du chef du Parlement, Nabi Berri. Saad Hariri poursuit ses consultations politiques. Ce mercredi, le chef du courant du futur a notamment rencontré Gabriel Caccia, l'ambassadeur du Vatican qui a appelé au dialogue entre l'ensemble des parties libanaises. Et le Progress M26M, le premier cargo spatial lancé en 2015, s'est arrimé au module Zvezda de la Station spatiale internationale. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et à très bientôt. لن نعترف لحزب الله بأي حقوق تتقدم على